Après 5 années de socialisme, les électeurs d'Emmanuel Macron pensaient en avoir fini avec la fiscalité oppressive. Pas de chance, après 1 an et demi de mandat, le président En Marche est une pâle copie de ses prédécesseurs en la matière. Alors qu'Anne Hidalgo est de plus en plus contestée à la mairie de Paris, la capitale continue sa descente aux enfers. Aux problèmes de circulation et de propreté s'ajoute la recrudescence de sans-abri, notamment des femmes. Alors que la situation économique du pays est morose et que les Français s'inquiètent de leur sécurité, une étude révèle qu'une très large majorité des jeunes entendent quitter le pays. Madame, monsieur, bonsoir. La fiscalité au cœur de tous les débats. 1 an et demi après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, les Français tirent la langue. Après la hausse de la CSG et l'augmentation du prix du carburant, la colère commence à monter de toutes parts. Il est bien loin le temps des promesses de campagne. 17 mois après sa victoire lors de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron perd progressivement la confiance de ses électeurs. Alors qu'il croyait en avoir fini avec l'oppression fiscale imposée pendant 5 ans par le précédent gouvernement socialiste, voilà que le président marcheur poursuit sur cette droite lignée. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a été à bonne école. Diplômé de l'ENA et ministre de l'économie sous François Hollande, le locataire de l'Elysée ne s'inscrit pas du tout en rupture avec la précédente majorité. Ainsi, le temps des baisses fiscales annoncées semble bien loin, surtout après le premier coup porté aux retraités en début d'année avec la hausse de la CSG. Face à la grogne montante, le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a multiplié les efforts de communication. Ainsi, rendez-vous était pris en octobre avec la baisse des cotisations salariales et la diminution de la taxe d'habitation. Mais encore une fois, les effets se sont révélés moins positifs que prévu, comme l'affirme le délégué général de Contribuables Associés, Eudes Beaufreton. Écoutez, je dirais qu'Emmanuel Macron est en marche. Il est en marche vers le matraquage fiscal. Il faut quand même se rendre compte que les Français sont, depuis 2012, matraqués par les prélèvements obligatoires. Plus 30 milliards d'euros d'impôts pour les ménages. C'est une réalité. C'était le bilan que nous a laissé Monsieur François Hollande. L'augmentation de la CSG est un point très important. Il va collecter de l'argent. Il va en collecter de plus en plus puisque l'objectif, je crois, du gouvernement, c'est à peu près d'augmenter la CSG globalement de 20 milliards d'euros. Ce qui n'est pas dit d'ailleurs aujourd'hui aux salariés, c'est que lorsqu'il y a des baisses de charges d'un côté, il y a quand même une augmentation de la CSG de l'autre. Donc la CSG est une vraie augmentation d'impôts qui va peser pour plusieurs milliards, presque dizaines de milliards. Donc évidemment, une fois que l'on a dit cela, il propose de réduire les impôts de 6 milliards. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, 6 milliards, ça a été recalculé par un organisme dont l'estimation s'arrête plutôt autour des 3 milliards d'euros, mais il en a pris bien plus que ces 3 milliards-là. Donc c'est une fausse réduction. Ça c'est une première chose. Et puis, encore une fois, dans sa politique, pourquoi choisir des catégories pour nous dire après, je donne ci, je prends ça. Les gens ne s'y retrouvent plus aujourd'hui. Et effectivement, il est pas très lisible. Et je trouve sa politique plutôt néfaste parce que instable. Les gens aujourd'hui ne savent pas finalement comment ça va se passer pour eux, donc ils peuvent plus prévoir leur budget. Des mesures bien loin des attentes alors que les contribuables sont une nouvelle fois frappés au portefeuille avec une hausse des prix des carburants à la pompe. Et les augmentations ne sont pas terminées puisque le ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé une hausse de 7 centimes sur le diesel et 4 centimes sur l'essence. Des taxes et encore des taxes dans un prétendu but de transition écologique. Pourtant, il s'agit bien de combler le déficit public alors que les dépenses de fonctionnement sont loin d'avoir diminué. Les objectifs de baisse d'impôts, de diminution des dépenses publiques et de réduction du déficit semblent avoir disparu. Adepte des annonces en trompe-l'œil, le gouvernement se raccroche à présent à la branche tendue par l'Observatoire français des conjonctures économiques, à savoir une hypothétique augmentation du pouvoir d'achat l'année prochaine. Pas de quoi rassurer les contribuables. Paris, ville poubelle, Paris, insécurité, Paris, ville hors de prix et à présent Paris, ville sans abri. Avec de plus en plus de SDF, la ville lumière d'Anne Hidalgo n'en finit plus de se dégrader. Olivier Frère Jacques.
Paris, ville de plus en plus précaire, en plus des problèmes de propreté et d'insécurité, la ville lumière voit le nombre de sans-abri augmenter avec une proportion de femmes grandissante. L'atelier parisien d'urbanisme, une association qui tire ses subsides du département mais surtout de la ville de Paris, a permis de mettre en avant ce phénomène. 3035 personnes dépourvues de solutions d'hébergement, une manière plus correcte pour parler de sans-abri. Alors qu'en 2012, l'INSEE recensait 2% de femmes, elle serait aujourd'hui 12%. Autre méthode de comptage, certes, mais aussi tendance à la précarisation généralisée. Mais pourquoi alors la ville finance-t-elle des études mettant en relief la pauvreté grandissante pour reporter la responsabilité sur l'État? Et pourtant, si la santé économique et le niveau de pauvreté peut en partie s'expliquer par l'action ou l'inaction des gouvernements, la ville de Paris et son maire socialiste Anne Hidalgo ne peuvent pas se dédouaner de toute responsabilité. C'est en tout cas l'avis du président d'Aimer Paris, Serge Federbusch, candidat à la mairie pour 2020 et observateur zélé de la vie de la capitale. Il y a un lien qui est évident, qui est lié à la montée tout à fait unique en France du prix de l'immobilier à Paris et des conditions du coup à la dégradation corrélative des conditions de logement. En fait, la ville est largement responsable de cette montée un peu artificielle au regard de ce qui se passe dans les autres villes et qui est liée au fait que d'une part, elle préempte massivement des immeubles pour faire du logement social qu'elle attribue d'ailleurs aux gens qu'elle veut bien sélectionner et d'autre part, et de toute façon, qui seront toujours évidemment en nombre insuffisant, et d'autre part, le fait qu'il y a eu un gel un peu des permis de construire dans différents quartiers. Donc tout ça a produit un doublement du prix de l'immobilier ces dernières années. Et évidemment, ça se traduit aussi par une pénurie, une montée des loyers. Et les gens qui sont fragiles socialement, économiquement, salarialement, eh bien, ne peuvent plus se loger. À 1 an et demi des élections municipales, les chiffres des sans-abri dans Paris pourront donc s'ajouter aux nombreux thèmes de campagne électorale. Outre la propreté et l'insécurité, la précarité pourrait donc compter dans les enjeux de Paris 2020. Pour Serge Federbusch, le phénomène n'est pas une fatalité et une batterie de mesures, notamment en matière de logement, pourrait permettre de résoudre ces difficultés. Il faut refluidifier le marché du logement en cessant les préemptions de logement pour faire du soi-disant logement social, mais c'est surtout du logement clientéliste. Deuxièmement, il faut permettre aux familles qui sont dans les logements sociaux de les acquérir, qui fera en fait à la fois des recettes pour la ville et puis améliorera le suivi et la qualité du bâti par les propres anciens locataires et remettra à terme des logements sur le marché. Troisièmement, il faut un peu plus de souplesse dans les permis de construire dans les arrondissements périphériques pour construire 1 ou 2 étages de plus là où ça dénature pas le bâti haussmannien. Donc tout ça fera baisser les prix. À côté de ça, il faut concentrer les moyens de la ville, non pas sur l'accueil des clandestins comme le fait la ville depuis un certain temps, ou sur des subventions délirantes accordées à des associations qui en fait attisent les problèmes, mais sur les vrais sans-abri qui sont dans la rue et qui sont souvent d'ailleurs des familles, enfin des gens, des personnes de nationalité française et qui sont aujourd'hui, c'est la réalité, très souvent moins bien traités que les migrants par la ville qui accorde malgré tout des facilités de relogement ou l'État d'ailleurs qui accorde des facilités de relogement extrêmement coûteuses dans souvent de l'hôtellerie. Pour vivre heureux, vivez à l'étranger. Une récente enquête révèle que plus de 70% des 18-24 ans envisagent de quitter la France, et cela pour de nombreuses raisons. Olivier Frère-Jacques. 72% des 18-24 ans envisagent de quitter la France pour l'étranger. Un sondage YouGov pour l'entreprise de transfert d'argent TransferWise a de quoi inquiéter à propos de l'attachement des jeunes générations à la mère patrie. Alors que 2 à 2,5 millions de Français étaient expatriés en 2017, contre seulement 1 million en 2000, les chiffres pourraient ainsi véritablement exploser. Et si les jeunes sont très attirés par une expérience à l'étranger, c'est également 1 Français sur 2, toutes générations confondues, qui serait tenté de mettre les voiles. La raison de ces envies d'ailleurs, la recherche d'aventure pour 46% des sondés, les meilleures opportunités de carrière pour 40%, même statistique pour la meilleure qualité de vie. Des raisons variées, mais qui reflètent un certain malaise français à vivre dans un pays économiquement morose et où la sécurité devient de plus en plus un problème quotidien. Et même si ce type d'étude est à prendre avec des pincettes, il se dégage néanmoins une tendance à la mobilité, tendance que l'on retrouve également dans d'autres pays voisins. Toujours chez les 18-24 ans, 67% des Allemands et 61% des Anglais ont des envies d'ailleurs. Et pour la France, la tendance s'est nettement affirmée puisqu'un tiers des Français ont davantage envie de s'expatrier aujourd'hui qu'il y a 2 ans.
La destination la plus privilégiée est le Canada, suivi ensuite par le Portugal et l'Espagne. Des destinations pas forcément intéressantes professionnellement si l'on prend en compte le cas de la péninsule ibérique et pas forcément très attractives eu égard au climat si l'on tient compte du cas du Canada. Ajoutez à cela, pour relativiser la tendance, que l'envie de partir à l'étranger s'estompera probablement avec le poids des années et avec la confrontation avec la réalité. Apprentissage d'une autre langue, adaptation à une autre culture et déracinement. Quoi qu'il en soit, l'étude publiée par YouGov n'en témoigne pas moins d'un malaise des jeunes Français vis-à-vis de leur pays. Près d'un quart des personnes interrogées envisageraient de le faire définitivement. Reste à savoir qui sont ceux qui veulent partir. Mardi, la Hongrie commémorait l'insurrection de 1956 contre l'Union soviétique. L'occasion pour plusieurs partis politiques de rassembler leurs sympathisants. C'est notamment le cas du Premier ministre conservateur Viktor Orban qui en a profité pour évoquer les élections européennes de 2019. Un reportage depuis Budapest réalisé par nos confrères du site Visegrad Post. Alors le 23 octobre en Hongrie, c'est un jour un peu particulier on commémore plutôt la révolte des Hongrois contre les Soviétiques qui a eu lieu donc le 23 octobre 1956. C'est un jour particulier pour la Hongrie, c'est aussi le jour de la proclamation de la Troisième République hongroise dans laquelle nous sommes actuellement. Et en ce jour, donc éminemment politique, qui a un grand sens pour la liberté et la souveraineté de la Hongrie, Viktor Orban a choisi de dénoncer, dans un contexte d'élections européennes qui approche, celle de mai 2019, dans ce contexte, Viktor Orban a décidé de dénoncer les élites mondialistes qu'il considère comme le plus grand danger, les héritiers de l'impérialisme qu'il ait été l'impérialisme du Troisième Reich, de Bonaparte ou de tant d'autres. Ceux qui dominent Bruxelles aujourd'hui sont ceux qui, en lieu et place de l'Alliance des Nations, souhaitent un empire européen. Un empire européen dont les dirigeants ne seraient pas choisis par les peuples, mais qui seraient dirigés par les bureaucrates bruxellois. Nous en sommes aujourd'hui au point que dans de nombreux pays, les partisans de l'empire européen sont au pouvoir. Comment voulez-vous que les Hongrois aient confiance en ce système européen, alors que dans les principaux pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne et bien d'autres, on ne voit que misère sociale, nous ne voyons que problèmes avec l'immigration, nous voyons les clandestins qui posent des problèmes dans toutes les principales villes européennes. On se rend compte le terrorisme donc, qui sévit dans les plus grandes villes européennes à l'heure actuelle. Comment voulez-vous que les Hongrois aient confiance dans ce système politique alors qu'on veut leur vendre un système qui ne fonctionne pas dans ces pays? Finalement, aujourd'hui, il a davantage parlé de souveraineté que de questions strictement migratoires. Oui, dans son discours, les questions migratoires, je ne dirais pas qu'elles ont été reléguées à un plan secondaire, mais ce n'était pas au cœur de son discours. Au cœur de son discours, c'était véritablement la souveraineté et l'Europe des nations, la volonté de construire une Europe, puisque Viktor Orban est éminemment européen, mais il ne veut pas d'une Europe bruxelloise, impérialiste et accessoirement pro-migrant, mais d'une Europe des nations libres qui coopèrent ensemble. Nous sommes en octobre, mais tout le monde en Europe pense à mai prochain. Les élections du Parlement européen, au mois de mai, décideront du sort de l'Europe. Les peuples européens vont devoir décider de leur avenir. Nous autres Hongrois ne pouvons rester silencieux. Si le message n'est pas clair, il est alors impossible de se rassembler, même derrière la cause la plus importante et la plus juste. Il faut donc nous élancer en premier et faire appel à ceux qui croient en l'Europe des nations. Il faut faire voler haut le drapeau de l'Europe libre et forte. Choisissons l'indépendance et la coopération des nations face au gouvernement mondial et à son contrôle. Rejetons l'idéologie mondialiste et soutenons à sa place la culture du patriotisme. Si l'univers bariolé des différentes nations peuple le monde, celui-ci en sera plus riche et l'humanité pourrait être meilleure. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques.
Nicolas Sarkozy renvoyé devant le système judiciaire. Ce jeudi, la Cour d'appel a confirmé le renvoi de l'ancien président devant le tribunal dans le cadre de l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Nicolas Sarkozy avait fait appel contre l'ordonnance et aussi soulevé une question préalable de constitutionnalité, arguant du fait qu'il ne pouvait être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. L'avocat de l'ancien président a annoncé qu'il comptait se pourvoir en cassation. Des colis explosifs envoyés à Hillary Clinton et Barack Obama. Mardi et mercredi, les services fédéraux américains ont intercepté des paquets contenant potentiellement des engins explosifs destinés à des personnalités démocrates. Selon un membre des forces de l'ordre cité, les engins explosifs seraient similaires à celui retrouvé lundi à proximité de la maison du mécène de l'Open Society, George Soros. À quelques jours des élections de mi-mandat, la Maison-Blanche a condamné ces actes qui n'ont pour le moment pas été revendiqués. Une œuvre d'art détruite involontairement le 8 octobre dernier à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Un jeune homme s'est suspendu à une pièce en fibre de verre ressemblant à un poteau. Problème, l'objet qui s'est révélé être une œuvre de l'artiste Len Lee, estimée à 300 000 €, a cédé sous son poids. Blessé lors de la chute, Hunter MacDonald a été transporté à l'hôpital avant d'être appréhendé par la police et comparaîtra devant la justice le 9 novembre prochain pour dommages intentionnels. Une épave intacte repêchée dans la mer Noire. Un bateau de commerce grec remontant à 400 avant Jésus-Christ a été retrouvé mardi lors d'une expédition anglo-bulgare. L'épave a été retrouvée à une profondeur où l'eau est dépourvue d'oxygène et peut conserver les matières organiques pendant des milliers d'années. Cette découverte inespérée va permettre d'étudier la construction navale de l'Antiquité. Megamago, mercredi, un habitant de Caroline du Sud a remporté la somme record d'1,6 milliard de dollars, un ticket qui pourrait avoir été acheté par plusieurs personnes jouant en commun. Jamais personne n'avait remporté un tel gain. Ce tirage de méga millions avait engendré de longues files d'attente devant les kiosques et épiceries. Le précédent record remonte à l'année dernière. Une mère de famille avait remporté 758 millions de dollars. L'UPR de François Asselineau donne rendez-vous à ses militants et sympathisants pour son université d'automne. L'événement se tiendra samedi et dimanche à Valère en Indre-et-Loire. De nombreux intervenants sont conviés à cette université. Le président de l'UPR nous en dit plus sur cet événement. Alors, cette université va se tenir samedi 26 et dimanche 27. Le moment le plus fort, ça sera samedi 26. Le matin, nous aurons un débat. Emmanuel Todd, le célèbre essayiste que je connais bien, et moi-même, sur le thème « La France va-t-elle disparaître ?» C'est un beau et grave sujet. Et ce débat sera modéré par l'un de nos jeunes adhérents, Aurélien Enthoven, qui est connu et qui a fait beaucoup parler de lui dans la presse ces derniers jours. Et puis l'après-midi, nous aurons une grande table ronde qui portera sur la question « L'Allemagne va-t-elle sortir de l'Union européenne et de l'euro ?» Et nous aurons Édouard Husson, qui est un spécialiste connu de l'Allemagne. Nous aurons également Coralie Delhomme, qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Le couple franco-allemand n'existe pas ». Et puis David Kayla, qui fait partie des économistes atterrés, et Coralie Delhomme et lui-même ont écrit un livre qui, justement, sur l'Union européenne va disparaître. Et puis nous aurons aussi, toujours dans cette table ronde, Vincent Brousseau, qui est notre responsable des questions monétaires, qui a travaillé pendant 15 ans à la BCE, et comme modératrice, une blogueuse à succès, Lauriane Mollier, qui a beaucoup de succès sur Internet et qui vit en Allemagne. Voilà. Ensuite, cette journée se conclura par mon discours de rentrée, où je vais annoncer ce qui va suivre pour les mois qui viennent. Et évidemment, je vais parler des élections européennes qui nous attendent fin mai de l'année prochaine. Bientôt le temps de l'Avent pour les catholiques et avec la fraîcheur des nuits d'hiver reviennent également les veillées pour la vie. Pas moins de 400 veillées sont ainsi attendues dans toute la France. Des événements communautaires lancés par le pape Benoît XVI et qui depuis 2010 connaissent un succès grandissant avec des veillées un peu partout dans le monde. Le mouvement des veillées pour la vie entend ainsi s'engager spirituellement sur les questions de bioéthique et défendre la vie de la conception à la mort naturelle. Dans un instant, notre Zoom du jour, vous avez pu l'apercevoir dans cette édition. Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, est venu nous présenter les grands combats que mène son association depuis 28 ans. Le seul moyen, effectivement, de réduire les impôts, c'est de s'attaquer à la dépense publique. Alors on voit bien, puisque j'en arrive à votre question, de savoir comment les élus de gauche nous considèrent ou considèrent notre combat. J'allais dire
pas très bien, parce que forcément, ils en vivent plutôt, et que leur principe, c'est la redistribution. Donc c'est quand même de prendre à certains pour donner à d'autres. La machine d'ailleurs marche à plein régime aujourd'hui, on s'en rend compte, et notamment les retraités avec la CSG, où on leur demande de financer des choix politiques qui sont à gauche. Il faut dire ce qui est. Emmanuel Macron est présenté comme un président libéral. Je ne le crois pas. Je crois qu'il est très socialiste finalement dans sa manière de redistribuer l'argent en le prenant à certaines catégories. Et donc les élus de gauche finalement n'ont pas beaucoup d'estime pour les contribuables en général. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Aujourd'hui, je vous emmène autour de la déchetterie de Campagnole, qui est un lieu non loin du village, environ 1 kilomètre, à l'abri du regard, mais pas du vent. Et vous allez voir qu'un épisode mineur a inspiré des idées séditieuses et saugrenues à notre ami Gustave, qui est à la fois bouquiniste et anarchiste, comme je vous le rappelle, et qui se définit parfois lui-même comme un situationniste, c'est-à-dire en gros comme adepte de la réappropriation de l'individu par lui-même. Il est pour l'autogestion et tout ça, mais aussi il est partisan des actions de protestation un peu spectaculaires, vous allez voir, du genre tout le monde se couche par terre pendant 1 minute contre la guerre, etc. Ou tout le monde fait une croix à la craie sur un mur le jour de la défense des chrétiens, ce qui serait une bonne idée. Enfin là, tout commence par le fait qu'il a jeté récemment à la déchetterie une assez grande quantité de papier qui, pour une fois, ont été hachés menus par une broyeuse. Une broyeuse à une centaine d'euros. Il faut dire que Gustave ramasse des cartons de papier et de livres dans les successions et les liquidations et qui prend tout dans sa camionnette ou dans sa Citroën AX comme ça en vrac pour faire le tri chez lui. Donc il a trouvé commode de récupérer récemment une machine à broyer pour les documents inutiles, une machine qui les transforme en confetti ou en bandelettes. Et il a rempli plusieurs sacs poubelles qu'il a déposés ensuite, je veux dire le jour dont je parle, dans une benne d'acier de 50 mètres cubes à la déchetterie. Seulement voilà, pendant le dépôt, 2 de ces gros sacs se sont éventrés dans la benne contre une pièce de métal et personne ne l'avait remarqué. Mais le lendemain, nous avons subi une tempête sans pluie, comme il arrive parfois, et la déchetterie, qui se trouve dans une cuvette étroite mais au sommet d'un relief, a été traversée par un vent de sud très fort, tourbillonnant, pendant toute la nuit. Résultat, le lendemain, la campagne alentour, ou plus exactement les chemins et les toits, dans un rayon de 200 mètres, étaient constellés de confettis blancs, ce qui a valu des reproches à Gustave, qui ne pouvait quand même pas grand-chose. Le maire lui en a parlé, on est tombé d'accord sur le fait qu'il devait changer de marque de sac poubelle, mais pendant toute cette discussion, Gustave a beaucoup réfléchi et il m'a dit « Tu te souviens, là, tu me demandais comment on pouvait remplacer les manifestations de rue un peu ridicules, un peu trotskistes des années 70, genre non, ah la précarisation, auxquelles personne ne croit plus, et dont le seul impact est la longueur du reportage au journal télévisé. Par quoi on pour les reprocher par autre chose de plus médiatisé, me dit-il. Et tu m'as même cité, me rappelle-t-il, le cas de ce type qui passait avec une banderole attachée à la queue de son avion au-dessus des plages pour dire « Hollande dégage ». En fait, tu as raison, me dit-il, quand tu rassembles 100 000 personnes à la Bastille, tu es entièrement dépendant de la couverture médiatique, et les gens qui habitent un autre quartier ou qui ne regardent pas la télé ne savent pas qu'il y avait une manif dans le quartier voisin, tandis que là, ce à quoi j'ai pensé, c'est vraiment imparable. Et là, il prend un air mystérieux, les yeux mi-clos, il grignote un peu sa grosse moustache, là, il me dit, tu dis aux gens, on va préparer une journée de protestation pour dans 3 mois, mettons, mais on vous révélera le jour au dernier moment en fonction de la météo. En attendant, tu leur prescris d'acheter une perforatrice pour les classeurs d'écoliers ou une machine à faire des confettis ou des sacs de confettis tout prêts. Il y a des fabricants. Tu leur dis de stocker le produit de leur fabrication de confettis pendant 3 mois. Ensuite, tu définis le thème de ta journée de protestation. Ça doit être quelque chose de fort, évidemment. Hein. Tu appelles tu appelles ça dernier avertissement avant insurrection, par exemple. Je trouve ça pas mal. Hein, ça fout les jetons, me dit-il. Et puis, tu t'arranges pour repérer une journée où on t'annonce des vents forts sur tout le pays, la veille d'une arrivée de pluie, et tu dis aux gens de monter sur
sur les toits, les balcons, pour poser leur confetti contre la rambarde. S'ils veulent pas être repérés, ils posent juste le tas au coin du balcon ou sur la terrasse, puis ils laissent le vent faire le reste. De toute façon, ils risquent pas grand-chose sur le plan légal. Le résultat, c'est que contrairement aux petites manifs à la con entre Bastille et République, cette fois, la protestation sera visible dans le monde entier, sur les films, les photos. On se demandera partout, mais au fait, quel était le but de tout ça? Et on fera partout, dans tous les journaux du monde, une enquête sur le thème de la journée. Et dans le monde entier, le gouvernement français sera réputé avoir provoqué une protestation profonde, une lame de fond, un truc original et photogénique, impossible à ignorer, à sous-estimer, à sous-médiatiser, dont on se souviendra pendant des générations, parce qu'au plus fort du coup de vent, tu vas voir des milliards de confettis tourbillonner entre les façades, quitter les balcons, les échafaudages, les toits, les tours de Notre-Dame, les clochers, les grues, les ponts. Les gens vont envoyer partout des selfies avec en arrière-plan ce nuage, ce fourmillement. C'est une bonne idée, lui dis-je. Moi, je trouve que tu devrais en parler à tes amis. Non, c'est toi qui devrais en parler à tes fidèles sur Internet. Je sais pas, je lui dis, je vais y réfléchir. Hein. Mais j'y ai réfléchi. Vous pouvez envoyer ces 4 minutes à vos amis. On les trouve sur Campanole TVL et sur YouTube. Merci.